Remettre l'EHPAD au cœur du village, c'était quand même un bon slogan. Maintenant, on est passé à remettre les vieux au cœur du village, que je trouve moins sympa, mais qui parle plus aux gens. Je pense que l'EHPAD, on a eu une première partie de l'historique des EHPAD où l'EHPAD n'était pas la maison de retraite, parce qu'à l'époque ça s'appelait pas EHPAD. La maison de retraite n'était pas excentrée du bourg. Elle était dans le village. Ça faisait partie de la ville, ça faisait partie du truc. Et puis l'arrivée, enfin on va dire l'ouverture du secteur privé dans les années 2000 a complètement changé la géographie des établissements. On les a mis à l'extérieur des villes, là où le foncier est moins cher et là où on pouvait faire des grands établissements. C'est vrai. C'était une connerie monstre. Bienvenue sur Aujourd'hui Écrivons Demain, le podcast Feel Good qui met en lumière les acteurs du nouveau monde et vous redonne espoir. Comme vous, ils en ont marre de ce monde déshumanisé qui marche sur la tête et ne tourne plus rond. Rêvant d'un monde meilleur, ils bousculent les codes et sortent des sentiers battus. Ils proposent des alternatives innovantes, de nouveaux paradigmes ou remettent au goût du jour des savoirs ancestraux. Ils osent s'affranchir du regard des autres et font bouger les lignes pour construire demain. Ils œuvrent pour la préservation du vivant et le bien de l'humanité. J'ai à cœur de vous partager toutes les initiatives qui vont dans le bon sens, parce que nous sommes le changement que nous voulons voir dans le monde. Tous les lundis, je vous invite à découvrir l'histoire de l'un de ces humains engagés et conscients. Je m'appelle Katia Krabbe, je suis la fondatrice de Redaxil et j'aide les entrepreneurs humanistes à gagner en visibilité sur le web en réalisant leurs portraits. Vous avez envie de soutenir le podcast ? Abonnez-vous, mettez 5 étoiles, partagez-le et retrouvez-nous sur les réseaux. Vous souhaitez contribuer au développement du podcast ? Participez librement et en conscience à la cagnotte Tipeee que j'ai créée. Vous trouverez tous les liens dans le descriptif. Et en attendant, bonne écoute ! Alors aujourd'hui, je suis ravie d'interviewer Antoine Gérard. Bonjour Antoine, merci d'avoir répondu favorablement à mon invitation. Pour te présenter en quelques mots, tu es sociologue, mais tu es surtout un expert en vieux. Tu sais de quoi tu parles parce que tu as un master et un doctorat de sociologie, un master de gérontologie, un DU d'éthique et de santé. Alors moi, j'ai vraiment à cœur de te donner la parole parce que tu as cette capacité de bousculer nos représentations sur la vieillesse et de reconsidérer nos croyances. Ton ton, comment dire, alors volontairement provocateur, je sais pas, mais en tout cas, c'est comme ça des fois que je le ressens, a le mérite de nous faire repenser notre façon de considérer et d'accompagner nos vieux. Alors pour l'anecdote, je sais pas si tu te souviens ou si tu le sais, mais tu as participé à ce que ce podcast voit le jour. Est-ce que tu te rappelles que je t'avais interrogé il y a un peu plus d'1 an et demi? Je t'avais envoyé une petite enquête, justement pour comprendre comment toi, tu avais lancé ton podcast à l'époque, puisque tu avais lancé un podcast dédié à la gérontologie. Donc, merci parce que c'est aussi grâce à toi donc que le mien a vu le jour. Donc, tu te saisis de tous les espaces de communication pour partager ton regard sur les vieux et tenter de faire bouger les lignes. Donc, je suis vraiment ravie de te donner la parole, comme je l'ai déjà dit. Bonjour à nouveau, Antoine, comment vas-tu? Eh ben, je vais bien, je suis très heureux de t'accorder cette heure et quart pour discuter et puis te faire découvrir peut-être, j'espère, un peu Bis Roberta et le projet qui est derrière. Et puis aussi faire découvrir à nos auditeurs d'autres manières de faire, parce que si j'ai pu aborder plusieurs fois la question des enfants et de l'enseignement et de l'éducation des enfants avec les écoles alternatives, je crois qu'il est aussi primordial de se questionner sur nos vieux. Alors d'ailleurs déjà nos vieux, rien que l'intitulé nos vieux, moi qui ai travaillé aussi en gériatrie, les vieux c'est péjoratif, faut pas utiliser ce terme-là. Ouais, j'avoue que le terme vieux. D'ailleurs, pour l'anecdote, hein, expert en vieux, c'est pas un titre autodécerné, c'est une critique qu'on m'a fait et et c'était un commentaire qui disait les gens n'ont pas besoin d'experts en vieux qui leur expliquent comment pensent les vieux. Et en fait, la phrase expert en vieux, je l'ai trouvée super, quoi. Et, et là, je me suis dit non, mais c'est trop bien. J'aurais aimé la trouver moi, et du coup, je me la suis appropriée. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien. On a créé une première boîte qui s'appelle Briscard Expert en Vieux, qui est une agence qu'on avait montée avec Fanny, qui est une agence d'études psychosociologiques sur les personnes âgées. Et c'est vrai que le but, c'est vraiment ça, quoi. C'est de se dire que si tu veux adresser un public senior, que ça soit une action de prévention, que ça soit un produit, que ça soit une innovation, tu dois commencer par comprendre ce qui se passe dans leur tête, comment ils fonctionnent et comment ils vont interagir
par rapport à ton produit, à ton idée, à ce que tu as envie de faire, quoi. Et donc c'est vraiment parti de cette idée-là. Et du coup, on a gardé le côté un peu expert en vieux. C'est un double avantage, hein. Ça permet de dire tout de suite ce qu'on fait et ça permet de trier les gens. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui vont s'offusquer sur le mot vieux, justement, et sur le fait qu'on prenne ça un peu à la légère. Et c'est tant mieux, c'est des gens avec qui on n'a pas envie de travailler, qui eux-mêmes n'ont ça fonctionnera pas notre relation, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Et puis sur le mot vieux, c'est un mot que j'utilise depuis longtemps. Je suis assez content dernièrement parce que il choque plus comme avant. J'ai fait un bon travail de sensibilisation et aujourd'hui il est devenu un peu tendance même, puisqu'il y a même un magazine qui s'appelle Vieux, hein, qui est plutôt à la mode. Moi, mon principe, il est assez simple. Il est de se dire que on doit pas avoir peur des mots, parce que si on a peur des mots, on n'est pas préparé à ce qu'il y a derrière. Euh, et la vieillesse est bien plus difficile à regarder, à vivre et à accompagner que pourrait le laisser croire. Tous les mots un petit peu enjolivés, aîné, senior, des fois c'est aimé, des fois c'est sage, enfin toutes ces conneries qu'il faudrait. Et moi je pars du principe qu'il faut d'abord être apte à regarder les choses en face pour les accompagner. Ça c'est le premier point. Vraiment une question d'honnêteté face à soi-même, quoi. Est-ce que tu es capable de regarder les choses en face? Et puis un deuxième point que moi je trouve pas négligeable, c'est qu'en fait le mot vieux, je le trouve joli. Je trouve que c'est un joli mot, je trouve que c'est un truc qui... Enfin, je déteste le mot senior, quoi. Je trouve ça horrible. Je trouve ça horrible. Vraiment. Alors que vieux, non, je trouve ça joli, quoi. On est jeune, on est vieux. Je trouve que c'est des jolis mots et je crois qu'en fait, faut pas se mettre à édulcorer le mot. Et il faut garder le mot, mais rendre ce qu'il décrit plus joli. Et c'est tout le sens de mon travail. C'est pas de changer le mot parce que changer le mot ne réglera pas le problème. C'est d'attaquer le problème pour lequel on en est venu à détester le mot. On est vieux à partir de quel âge? Pour moi, vieux, c'est pas une question d'âge, dans le sens où c'est pas une date à partir de laquelle on l'est. J'ai une définition personnelle, mais à la fois très opérante de ce qu'est être vieux. Pour moi, être vieux, c'est devoir faire face aux contraintes qui arrivent dans l'avancée en âge. Et donc, encore une fois, il s'agit pas de nier la biologie des choses et les difficultés on a l'âge de nos artères. Hein, donc ça, c'est plutôt vrai. On peut avoir des difficultés à marcher, parler, à rester concentré, etc. Mais c'est que la moitié de la définition. Donc devoir faire face aux contraintes qui amènent l'âge, mais avoir de moins en moins de ressources pour le faire. Parce que la vraie spécificité de ce public, c'est pas de devoir faire face à des contraintes. Ça, des contraintes, on peut en avoir tout autour de sa vie, quel que soit l'âge, etc. Il y a plein de gens qui sont dans mon âge et ont vécu des choses qui sont 10 fois plus contraignantes que ce que vont vivre des gens qui sont très très vieux. Mais il y a juste une petite différence qui est pas si petite que ça, qui est quand même vachement importante, c'est que la vieillesse, le fait de devenir vieux, si tu vas aussi accompagner, ça va aussi s'accompagner non pas seulement de contraintes, mais d'une diminution de ta capacité à faire face à ces contraintes. C'est ça que j'appelle moi les ressources. Grosso modo, tu vas avoir un cercle social de plus en plus restreint, hein, tout simplement parce que les autres sont morts. Tu vas avoir moins d'énergie à mettre dans la reconstruction, etc. Donc tes ressources vont diminuer et tout ton travail d'être vieux, c'est celui-là, c'est devoir faire face à ces contraintes en ayant de moins en moins de ressources. Et donc pour moi, vieux, c'est une sorte de degré. T'es un peu vieux ou t'es très vieux en fonction de ta capacité à faire face à ces contraintes avec les ressources qui sont les tiennes. Et voilà, c'est euh, c'est ça. Et cette définition, elle est simple à comprendre, elle est assez opérante et moi je l'aime bien parce que elle permet d'aider les équipes à comprendre sur quoi ils peuvent agir. Et dans ma définition, tu le comprends bien, en fait, tu peux agir sur deux choses. Tu peux agir soit sur les contraintes, comment je vais réduire ces contraintes, ou tu peux agir sur les ressources. Comment je vais aider les gens à leur offrir les ressources pour qu'ils facilitent la capacité à faire face à leurs contraintes. Pourquoi tu t'es intéressé aux vieux? Ou comment est-ce que tu t'es intéressé aux vieux? La réponse est un peu décevante. Moi, j'étais en études de sociaux. J'étais passionné par le fait de faire des recherches. J'étais plutôt bon élève. Il y avait un contrat qui était financé sur un master, mon première année de master, qui traitait des vieux. Il traitait pas seulement des vieux, il traitait il s'agissait d'évaluer des animations intergénérationnelles avec des vieux. C'était mon premier contact avec les vieux, mais j'avais déjà beaucoup travaillé moi sur l'animation et sur tous ces domaines-là. J'y suis allé et non pas que le sujet m'ait particulièrement plu, mais j'ai trouvé que j'avais plein de choses intéressantes à dire là-dessus. Je suis assez persuadé qu'en fait, quel que soit le sujet, j'aurais trouvé des choses intéressantes à dire. C'est pas le sujet qui m'a fait ça, mais c'est la première fois où, mine de rien, j'étais payé pour faire un travail
J'avais toute liberté pour faire ce travail, et ce travail allait avoir un impact réel sur la suite du projet que j'étais censé évaluer. Et ça, c'était hyper intéressant. Parce que j'étais un gamin de 20 ans, en fait, qui juste parce que je suis bon élève et que parce que c'est moi qui avais décroché le contrat dans la promo, avait le droit de faire ça, quoi. Mais en fait, c'était un privilège immense. C'était immense parce que pour la première fois, ce que je faisais allait avoir un impact réel sur un projet, quoi. Et du coup, ça, plus que le sujet des vieux, m'a vraiment excité. Du coup, j'ai bien bossé, je me suis donné à fond, etc. Et puis d'un premier contrat sur les vieux, on a enchaîné sur un deuxième. Et puis ensuite, on a enchaîné sur un contrat CIFRE, donc une thèse financée par une entreprise qui travaillait sur les vieux. Ah, voilà, ça s'est fait comme ça. Je me suis en fait jamais posé la question de est-ce que j'ai envie de travailler sur les vieux. Jamais à un moment donné. Mais je me suis passionné pour le sujet. Et en fait, assez vite, on est en première année de doctorat. Je passe un premier DU sur les questions d'éthique parce que très vite, c'est ça qui me passionne. Très vite, ce qui me passionne, c'est la manière dont on considère ces gens-là, comment on les traite et comment on peut améliorer ça. Je fais un premier DU sur l'éthique. Ça m'intéresse bien, mais je reste assez sur ma faim finalement. C'est un DU pour médecin. Et on en dira ce qu'on veut, mais la formation, on va dire, en sciences sociales ou en sciences éthiques des médecins, elle est quand même très très légère par rapport à ce que moi j'étais habitué d'un point de vue académique. Donc l'année suivante, je suis en deuxième année de doctorat, je décide de faire un master en gérontologie, qui là va beaucoup plus me nourrir, parce que pour le coup, c'est pas juste un diplôme qui donne un peu à tous les médecins qui doivent passer des UE d'éthique. C'est vraiment une formation dédiée à part. Et là, c'est vachement bien. Là, je m'éclate bien. Et du coup, là, je sais vraiment que c'est un truc qui commence à me plaire. Et je sors de ma casquette de sociologue, qui par définition, le sociologue doit tout expliquer avec des faits sociaux. Des faits sociaux, c'est son principe de travail. Là, on va commencer à toucher sur toutes les dimensions de la vieillesse. La biologie, la psychologie, la nutrition, etc., etc. Et là, ça devient vraiment, vraiment intéressant. Et en fait, je me suis jamais vraiment posé la question des vieux jusqu'à ce que je me fasse virer de l'université. T'as dit tout à l'heure que j'avais un doctorat. Oui. En réalité, j'ai pas mon doctorat parce qu'à 2 semaines de la soutenance, je me suis fait virer de la fac. Comment c'est possible? Alors, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est possible, c'est sûr. En fait, c'est tout simple. Je vais te le dire en 2 mots. Ils ont reporté. Je devais soutenir en novembre 2019. Ils ont reporté ma soutenance en 2020. Juste de 2 mois. Rien du tout, tu vas me dire. Sauf qu'en fait, en 2019, c'était ma 6e année d'inscription à la fac et j'avais pas le droit de me réinscrire à une 7e année en 2020. Et donc en fait, c'est le moyen qu'ils ont trouvé pour réussir à se débarrasser de moi. Et donc ça s'est fini comme ça. Et donc officiellement, je n'ai jamais validé mon doctorat. Elle est incroyable ton histoire. Aujourd'hui, on en rigole. Je t'avoue que quand ça t'arrive et que tu comprends la logique, que tu comprends le truc, tu relis les points en fait. Et j'avoue que t'es un peu mal. Tu te dis, t'as vraiment été le dindon de la farce et t'as rien vu venir quoi. C'est après que tu comprends et après bah tu rentres, c'est la période Covid, c'est la période. Voilà, Oui, il faut aussi recontextualiser. Non, il y a pas d'excuse Covid. L'excuse c'est que, enfin, il y a pas d'excuse à avoir. Et j'ai pas joué le jeu que me demandait de jouer l'université et mon professeur. J'étais au conflit avec lui. On avait un deal qui était que on soumet la thèse au jury. Si le jury validait ma soutenance, je soutenais. Si le jury ne validait pas, eh ben, on arrêtait. Le jury a validé ma soutenance, donc je devais soutenir. Et on le sait bien, une fois qu'on soutient, on obtient le doctorat. Donc mon prof n'a rien trouvé de mieux que de faire ce qui lui semblait le mieux. C'est-à-dire, il estime que je ne mérite pas le titre de docteur, et il a fait tout ce qui était en son pouvoir, et donc c'était une démarche administrative pour me l'interdire. Maintenant, c'est pas juste d'avoir que ma version, puisque évidemment, moi je trouve que c'est un vol de 6 années, quand lui pense avoir fait ce qu'il y avait le mieux pour la sociologie, tu vois. Donc voilà. Bon, j'imagine que ça a été une épreuve qu'il a fallu Ouais, c'était dur. digérer. Et tu vois, c'est la seule fois où je me suis posé la question de est-ce que je veux travailler avec les vieux ou pas. Ça t'arrive, toi, t'es en 2020. En 2020, je suis enfermé chez moi pour Covid, pour tout ça. Ma thèse c'est fini. Je vais me passer 6 ans à travailler dessus. J'ai un super truc et tout qui ne servira plus jamais à rien parce qu'il y a plein de règles. Après, tu peux pas te réinscrire, etc. Enfin, c'est mort de ce côté-là. Je suis plus en. J'ai toujours un poste. Je suis toujours directeur de la recherche dans un groupe, mais factuellement, je me tourne un peu les pouces. Tu vois. C'est Covid, on est tous à la maison, etc.
Et là, ouais, vraiment, c'est la fois où je me suis posé la question de, ok, est-ce que j'ai envie de travailler encore toute ma vie sur les vieux ou quoi que ce soit, quoi. Et c'est la seule fois où je me suis posé la question. Et qu'est-ce qui a fait pencher dans la balance que oui? Ce qui a fait pencher la balance, et en fait, c'est ça, c'est que si je repartais sur un autre sujet, j'allais revenir à défendre toujours la même chose. Et moi, ce que je défends toujours, c'est la manière dont on traite les gens. Et ce qui m'exaspère, mais dans ce secteur, mais ça m'aurait exaspéré pareil dans un autre secteur. Et en fait, si c'est pour me dire que tu repars de zéro pour avoir finalement le même combat, c'est ridicule. C'est la manière dont on estime que parce que les gens sont plus faibles, ont des besoins, des fragilités plus importantes, on se permet de négliger le fait qu'ils soient adultes, le fait de leur donner la parole, le fait de respecter ce qu'ils disent. Et en fait, c'est ça qui m'exaspère. Je déteste au plus profond de moi la manière dont on traite les vieux comme des choses fragiles qu'on doit protéger à tout prix, y compris d'eux-mêmes, quoi. Ça m'est insupportable, quoi. Et vraiment, l'EHPAD, je déteste la structure d'EHPAD. Alors, il y a des directeurs qui sont super et qui font autre chose, et moi-même, aujourd'hui, hein, je travaille pour ces directeurs-là à les aider de changer ça. Mais, pour, dans un certain nombre d'EHPAD, un vieux, c'est juste un morceau de viande que tu prends soin, quoi. Et encore, prendre soin, c'est vite dit, quoi, que tu utilises des médicaments, quoi. Et ça, voilà, ça, c'est vraiment le truc qui m'écœure, cette suppression de la liberté, cette suppression des droits individuels. Et finalement, je serais parti sur un autre sujet. Je serais parti, je sais pas moi, sur le handicap, je reste sociologue, quoi. Donc, j'aurais pas fait carrière dans la finance, tu vois. C'était pas trop le plan, quoi. Mais quel que soit le truc que je serais arrivé, finalement, je me serais retrouvé avec avec le Oui, même, quel que soit le public, tu quel que aurais soit. eu, oui, j'avais relevé ta motivation à combattre le respect des droits et des libertés des personnes âgées. Là, on pourrait remplacer des personnes porteurs de handicap. Voilà, on peut changer Clairement, t'aurais et pu à mettre. vouloir transformer les dispositifs d'accompagnement. Et aujourd'hui, donc, t'en es à vouloir changer l'EHPAD. Mais effectivement, ça pourrait, on pourrait substituer personnes âgées, EHPAD, personnes handicapées, foyer de vie. Enfin voilà, ça marche aussi. Ouais, vraiment, et je pense que j'aurais été vers les enfants. Pour moi, les enfants ont un peu ce côté un peu sacré, tu vois, que n'ont pas les vieux. Je suis pas du tout dans l'amour des vieux, tu vois. J'aime pas les vieux. Moi, je le dis souvent. Un vieux, c'est con, c'est moche, ça pue. Et c'est pas pour autant qu'on doit pas respecter leurs droits, respecter leur individualité et continuer à les traiter comme des humains, en fait. D'où te vient cette prise de conscience? Bah, je pense que, tu vois, je pense que tu vois chez ceux qui sont privés ce qui a le plus de valeur à tes yeux. Et moi, ce qui a le plus de valeur à mes yeux, c'est la liberté, c'est l'autonomie, c'est la capacité à décider pour soi, à mener sa vie, et à faire les choses à sa façon. Et en fait, quand tu vois que d'autres en sont privés, tu te dis que c'est pas normal. Et je pense que ça vient de là. Mais encore une fois, hein, moi, j'ai souvent des gens qui viennent me voir. Ah, je suis comme toi, j'adore les vieux. Mais moi, j'aime pas les vieux. C'est pas tout ça le sujet. Je le fais pas parce que j'aime les vieux. Je le fais parce que c'est important que quelle que soit la personne, bah, ses droits fondamentaux, qui sont en grosse partie la liberté, soient respectés. Et pour répondre à ta question, et je crois franchement que qu'on combat ce qui a le plus de valeur à nos yeux parce que c'est ce qu'on voit le plus dans les gens qui sont privés, on les voit souffrir et on se projette et on se dit bah je sais pourquoi tu souffres parce que moi aussi je serais privé de ça, j'en serais très très malheureux quoi. Quelle est ton expérience de l'EHPAD? Bah comme tout le monde, on a des grands-parents qui y sont allés, enfin des arrière-grands-parents qui y sont allés parce que moi je suis assez jeune mine de rien et mes parents m'ont eu jeune etc. Donc ça commence par là, mais c'est pas des expériences qui sont profondément marquantes. Je commence vraiment à comprendre ce qu'est l'EHPAD seulement quand je travaille dedans dans mes contrats en sociaux. C'est là où je vois l'EHPAD. Et c'est là où je vois une forme d'un peu d'hypocrisie chez bon nombre de soignants qui veulent faire le bien, mais font le bien à l'encontre des gens. Et ça allume des petites lumières, quoi. Tu te dis, mais tu fais ça et tu te racontes l'histoire. Parce qu'en plus, en sociologie, c'est des choses, sujets que tu travailles pas mal, tu vois, sur la manière dont tu donnes du sens à ce que tu fais, quoi. Tu te racontes l'histoire que tu fais ça pour son bien, mais tu vois qu'au quotidien, il souffre de ton action et t'en prends pas compte. Comment c'est possible, quoi, tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Parce que la personne qui fait ça, le soignant qui fait ça, c'est pas un bourreau, hein. C'est clairement pas un bourreau. C'est pas quelqu'un qui a envie de faire du mal, tu vois? Comment est-ce que tu te persuades de faire le bien alors que tu constates que ce que tu fais est délétère pour la personne, tu continues à le faire et tu remets pas en question le truc? Ça, c'est une grande question quand même. C'est un truc de fou, quoi. Le côté les soignants, ah, j'étais pas au courant, je voyais pas, etc. C'est des prendre pour des cons. Ils Tu se as une rendent bien. situation pour illustrer ton propos, Bah, un exemple?
Toi, c'est assez vite, tu te... C'est le truc classique, tu vois. C'est le truc classique qu'on entend souvent. Toi, t'es en interview avec la résidente, tu vois. T'as un soignant qui débarque, qui frappe pas à la porte, qui en a rien à foutre. C'est l'heure du bain. Enfin, c'est l'heure de la douche. Il n'y avait pas de baignoire. Je pense qu'il y aurait eu baignoire, ça aurait été... Mais je pense qu'elle a dit c'est l'heure du bain, alors que de toute façon, c'était une douche. Alors que j'étais en train de discuter avec la personne, quoi. Et la personne, elle lui dit, bah non, je suis en train de discuter. Bah si, c'est l'heure, il y a le programme. Bah non. Tu vois, dans quel monde tu vis, quoi? Enfin, elle te dit non, c'est une adulte, elle peut faire sans toi. Et pourquoi ça, tu le respectes pas, quoi? Des trucs comme ça, quoi. Et puis des trucs cons, quoi. T'es à table, t'aimes pas ça? Non, mais faut quand même manger, il y a que ça. Bah attends, c'est plus un gamin. C'est Mm. un adulte, elle a 4 fois ton âge, respecte-la, quoi. Enfin, plein de petits trucs comme ça, toi. C'est jamais des trucs ultra violents. J'ai jamais assisté à des actes de maltraitance comme peuvent le décrire, euh, toi, dans l'affaire Orpea, là, les Fossoyeurs, tu vois. Je n'ai Mm. jamais assisté à ça. Toi, et d'ailleurs, c'est un reproche que je fais au livre Les Fossoyeurs. Enfin, c'est pas un reproche que je fais au livre Fossoyeurs. C'est que pour du sensationnalisme, il a insisté sur ces actes de maltraitance qui sont réellement de la maltraitance violente et que on peut tous s'imaginer à quel point c'est une malviolence. Mais pour moi, la vraie violence de ces établissements, c'est pas ces actes-là qui sont rarissimes, qui n'existent pas et qui en fait te fait dire non mais ça n'existe que dans les livres. Et oui, ça n'existe que dans les livres. Alors évidemment, il sait pas, je dis pas qu'il a inventé ces histoires. J'en suis persuadé que c'est bien les histoires qu'on lui a racontées et qu'il a été 100% honnête là-dedans. Mais ça n'existe que dans les livres, dans le sens où les soignants qui, eux, sont en position, se disent, non, mais moi, je ferai jamais un truc comme ça. Et je te le confirme, ils ne feront jamais un truc comme ça. Mm. Et par contre, des petits actes qui sont pas de la maltraitance en tant que telle, mais Qu'on qui sont, appelle négligence, ouais, ou même des notamment. micro-actes Mm. qui paraissent ridicules, mais parce qu'on les interroge pas, Mais me, comme sont si tout complètement ce qui choquants. n'était pas, par exemple, une gifle, pour prendre la caricature ultime peut-être de la maltraitance physique, enfin, je ne mettrai jamais une gifle à quelqu'un, mais en fait, c'est tout le reste. C'est-à-dire, c'était comme si je ne donne pas de gifle, donc je ne suis pas maltraitant, mais en fait, il y a tout le reste qui peut effectivement, comme tu dis, ne pas respecter les besoins, ne pas respecter peut-être l'interview qui est en cours. Ouais, c'est tout le reste. Ouais. Mm. Ouais. Et c'est exactement ça. Et tu vois, c'est ce que je dis, c'est le reproche que je lui fais, c'est d'avoir trop insisté sur ces trucs spectaculaires parce que ça reste un livre et qu'il fallait qu'il soit grand public, etc. Et de passer au silence tout, c'est tout ce qui en est sans en avoir l'air. Parce que évidemment, c'est toujours sous couvert de c'est ce qu'il vous faut, c'est bon pour vous, etc. Tu vois. Et ça vraiment, ça fait partie des déclencheurs qui te font dire, putain, il y a quelque chose qui va pas, quoi, tu vois. Il y a quelque chose qui va pas. Moi, je commence à découvrir ça. Et puis après, j'ai eu une chance incroyable. C'est-à-dire que je rentre en thèse dans une boîte qui s'appelle Domitis, pour pas les citer. Et là, je suis au service qualité. Service qualité, c'est le bureau des pleurs. Dès qu'il y a un souci dans une résidence, allô, service qualité. Et tu fais du service après-vente. Et donc là, tu vois toutes les pires situations qui peuvent arriver, etc. Et on avait des choses qui sont plutôt soft, puisqu'on est une résidence service, on n'est pas un EHPAD, etc. Mais t'en voyais quand même pas mal de trucs, quoi. Et ça commençait à être vachement intéressant. Et donc, on intervenait sur des points comme ça. Et puis, petit à petit, j'ai eu à repenser toute la politique qualité du groupe et à la déployer. Et là, c'était top parce que tu partais de ce que tu voyais, de ce que tu n'avais pas envie, et tu avais aussi les ressources pour construire une autre manière de faire, tu vois. Et donc là, c'était vraiment l'éclat, quoi. De toute façon, on le voit dans mon parcours. J'ai tout de suite voulu enchaîner sur la dimension éthique. Ça a toujours fait partie des trucs qui m'ont suivi encore aujourd'hui. Je suis dans quelques groupes éthiques, et ça, c'est vraiment cette dimension-là, moi, qui m'habite le plus. Et voilà, quoi. Enfin, je sais plus Mm. le sens de la question parce que j'ai un peu dérivé, mais Je te demandais en tout cas quelle était ton expérience de l'EHPAD pour comprendre aussi le regard que tu portes aujourd'hui et comment, voilà, est-ce que tu l'as vécu personnellement, est-ce que tu as eu des expériences non, j'ai professionnelles, pas. voilà, comment est-ce qu'à un moment donné tu as eu aussi cette prise de conscience de cette réalité-là et que bah, tu avais Moi, j'ai envie fait plus que jamais de défendre ces libertés qui étaient bafouées. Liberté d'aller venir, liberté peut-être de même, ne serait-ce que de pouvoir manger ce qu'on a envie de manger, de boire ce qu'on a envie de boire, bah, de sortir à l'extérieur de l'EHPAD, de se lever plus tard le matin, de se coucher plus tard le soir. Enfin, ça touche tous les besoins fondamentaux et on se rend pas compte effectivement du niveau de maltraitance là ordinaire qui sont des violences qui sont faites en fait aux résidents. Et quand en plus ils n'ont plus la capacité de pouvoir exprimer ou voilà qu'il y a des troubles cognitifs, alors là c'est terminé. C'est de toute façon il est dément. De toute façon, comment faire valoir cette parole-là?
Et c'est même pas la faire valoir, parce que moi je suis pas pour, enfin je pense pas que la parole de la personne doit être survalorisée, surdéfendue, etc. Ne serait-ce que parce que la plupart, soit n'ont plus les capacités à s'exprimer, soit quand elles l'ont, n'ont pas les codes pour réussir à exprimer convenablement un discours et être entendu par tel. Et en fait, mine de rien, être capable de défendre ses propres intérêts, c'est hyper compliqué. Et donc moi, je suis pas un ayatollah de la parole des gens. Quand ils peuvent s'exprimer et qu'ils sont en capacité, en volonté de le faire, qu'on les écoute, c'est la moindre des choses. Mais ça doit pas être pris pour quelque chose d'exceptionnel quand même. Faut redescendre sur terre. C'est la moindre des choses, et ni plus ni moins. Et par contre, en effet, il y a plein de situations sur lesquelles les écouter, c'est un problème parce qu'ils vont pas réussi à exprimer les choses correctement. Mais c'est pas très grave parce que même quand ils n'arrivent pas à verbaliser les choses, le corps l'exprime. Et ça, tu vois, les soignants s'en rendent compte. Le raidissement du corps, les mouvements de recul, la grimace, les trucs, y compris sur des troubles, des personnes atteintes de troubles cognitifs, les soignants, toujours, ont une lecture bien plus fine que n'importe quel regard extérieur peuvent l'avoir. Et ils s'y adaptent dans le soin. Mais ils s'y adaptent toujours pour faire le soin. Ils s'y adaptent jamais pour remettre en question la pertinence du soin. Et je dis pas qu'il faut remettre en permanence en question la nécessité du soin. C'est pas ça que je dis. Je dis que nos organisations institutionnelles, enfin, l'institution en tant que telle, doit être questionnée pour un meilleur accompagnement des personnes en respectant quelques principes, quoi. Le vieux est un adulte jusqu'au bout, quoi. Et ce principe-là, qui moi est majeur, il est dur à faire passer, quoi. Et on me taxe souvent d'être contre les EHPAD, contre les équipes. C'est faux. Je suis contre l'institution. Je suis contre ce pouvoir institutionnel, enfin ce pouvoir que donne l'institution. On peut appeler maltraitance institutionnelle, on peut appeler pouvoir institutionnel, on l'appelle comme on veut. Mais le fait que c'est l'institution, on va déresponsabiliser chacune des parties pour leur faire croire qu'ils appartiennent à une mission commune plus vaste, c'est une grosse connerie. C'est pas du tout sur le sujet, mais mais au moins voilà. Ouais, mais D'accord. peut-être ça fait le lien avec un de tes plus gros projets. Je t'ai lu parce qu'il y en a marre des crèches en EHPAD. J'ouvre des bistrots au sein des établissements. Et donc, tu t'es lancé dans la création des bistrots Bertha et maintenant de petites Bertha aussi. J'ai vu qu'il y avait un nouveau format. En fait, on fait des bistrots Bertha et on le fait de trois manières. On le fait avec des Ouais. petites Bertha, avec des grosses Bertha et avec des Bertha mobiles. Et juste, et après tu vas nous expliquer ce que c'est comme projet. On ne se bat pas, notamment tu avais marqué, je peux pas tout lire parce que vraiment tout est à lire dans ce que tu écris. On ne se bat pas pour qu'ils puissent boire de la bière, mais pour qu'ils puissent en commander. Et je trouve que la nuance, elle est tellement puissante en fait. Et t'as l'art de déplacer le curseur en fait sur vraiment, voilà, ce sur quoi on doit ouvrir les yeux et travailler, réfléchir et être effectivement en éthique dans nos réflexions. Oui, c'est pas tant le fait de commander une bière, mais voilà, qu'ils puissent le Si, faire, quoi. c'est juste le fait de commander une bière. C'est pas le fait de Ouais, la boire. oui. Euh, la possibilité de commander est plus importante que le fait de la boire ou pas. Deux choses, parce que parce que tu fais quoi à deux postes différents pour le coup. Sur la question, Oui. à part des crèches en EHPAD, j'ouvre des bistrots. Deux choses sur celui-là. Le premier, je suis pas anti-crèche. C'est pas le cas. Je pense qu'on a besoin de crèche et c'est très bien. Je trouve qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Tu vas pas à une crèche, tu vas pas dans une crèche pour passer le temps, boire un coup ou te sentir plus entouré, tu vois. Demain, t'es un petit vieux qui va dans une crèche, il va se faire refouler. Et heureusement, parce que moi, j'ai pas envie que un petit vieux qui se bat dans le coin puisse rentrer dans la crèche de mes enfants et faire tout ce qu'il veut avec, tu vois. Donc, tant mieux. Et donc, du coup, je trouve ça un peu, je trouve ça assez ridicule. Tous ces tous ces projets qui vont faire croire que on va sortir les vieux de leur isolement en installant une crèche dans l'EHPAD parce que ça va créer des relations sociales, quoi. Non, mais, Katia, on doit avoir à peu près le même âge. On se dit pas que, pour me sentir moins isolé, je vais aller fréquenter des bébés de 2 ans, quoi, tu vois. C'est Mais c'est c'est complète- sûr que dit c'est comme ça, complètement fou, tu reformulé vois. comme ça, effectivement, en fait. C'est complètement idiot, quoi. Et donc, que la crèche soit utile à l'EHPAD, que l'EHPAD soit une structure au service du territoire et pas seulement au service des vieux, je suis tout complètement ouvert et en effet, c'est très bien. Les équipes, qui sont souvent des jeunes femmes de 20 à 35 ans, vont avoir des enfants et ont besoin de système de garde, c'est très bien. Maintenant, faut arrêter les conneries. C'est pas ça qui va faire sortir de l'isolement et de la solitude les vieux.
Et donc quand même, il y a ce besoin enfin, les vieux s'ennuient, les vieux se font chier, les vieux n'ont pas d'opportunité de se rencontrer. Et donc, il y a besoin de créer des lieux de convivialité. Et la crèche n'en est pas un. Maintenant, c'est très bien les crèches, mais la crèche n'est pas un lieu de convivialité. Faut arrêter de déconner. On est des gens sains. On ne touche pas aux gamins. Les gamins, on les laisse avoir une scolarité normale, on leur met pas des vieux dans les pattes qui veulent qui pour qu'ils se retrouvent et qu'ils se sentent moins seuls quoi. Première chose. Deuxième chose, ce poste-là, c'était une blague. C'était vraiment le premier post que j'ai lancé quand j'ai vu passer l'annonce d'un bistrot qui s'ouvre en EHPAD et quand j'ai lu l'article, j'ai trouvé l'idée très bonne et j'ai trouvé la réalisation très décevante. Je m'expliquais là-dessus. C'était un bistrot qui n'était pas un bistrot dans le sens où il n'y avait ni alcool ni ouverture au public, ouvert quelques jours, quelques heures par jour, et je crois que c'est 1 heure par jour, tenu par un animateur, sans réelle ambiance, sans réel truc, toi. Et je me dis, putain, l'idée est super bonne, les gens ont besoin de lieux de convivialité, il faut qu'ils puissent se retrouver, il faut qu'ils puissent accueillir les familles, il faut que l'extérieur puisse rentrer dans l'établissement, il faut faire un vrai bistrot. Pourquoi faire une cafétéria? Arrêtons de jouer à la dinette avec les vieux, tu vois. Et je trouve l'idée très bonne, et je découvrirai plus tard que c'est l'idée la plus simple du monde. En fait, tout le monde a déjà eu l'idée d'ouvrir un bistrot dans un EHPAD. Il y a rien de nouveau là-dedans, mais que la réalisation est au mieux perfectible. Et si je suis honnête, très très loin d'être en accord avec les valeurs qui sont les miennes quand on défend ce sujet-là. Et donc, je lance ce post comme une blague pour amuser la galerie, quoi, sans arrière-pensée, sans rien. Il s'avère que le post a plutôt bien marché, que j'ai reçu des vraies demandes. Ouais, moi aussi, je voudrais bien que vous ouvriez un bistrot chez moi, etc. Des gens qui se sont portés candidats pour devenir bistrotier, etc. Et du coup, avec Fanny, on s'est quand même dit peut-être quelque chose à creuser, tu vois. Ça Tu t'es serait, fait prendre à ton propre jeu, peut-être, finalement. je vais prendre à mon propre jeu. Et voilà. Après, pour l'anecdote, tant qu'on y est, c'est pas la première fois que nous on essaye de faire ça, d'accord? C'est déjà une proposition qu'on avait fait dans notre groupe précédent de Métis qui ont des bars et qu'on avait fait une proposition de les transformer en un bar ouvert. Ils avaient un comptoir, on voulait en faire un bar ouvert au grand public, etc. On n'avait pas poussé le truc, mais voilà, c'était resté en plan, mais quand je te dis que c'est l'idée la plus banale du monde, tout le monde a déjà eu cette idée-là. Avec mon associé de l'époque, avec Fanny, dans notre boîte, on cherchait un projet qu'on pourrait porter pour montrer un peu ce qu'on est capable de faire et pourquoi est-ce qu'il faut mettre un peu d'intelligence senior dans des projets un peu entrepreneuriaux comme ça. Et donc, voilà, on a fait un peu d'une pierre deux coups là-dessus, quoi. Parce que ton intention, c'est remettre la maison de retraite au cœur du village, tout simplement. Ouais, ça c'est le Mais c'est slogan. pas si simple que ça. On l'a trouvé dès le début. Ce slogan, c'est un point. Remettre les pads au cœur du village, c'était quand même un bon slogan. Maintenant, on est passé à remettre les vieux au cœur du village, que je trouve moins sympa, mais qui parle plus aux gens. Euh, je pense que l'EHPAD, on a eu une première partie de l'historique des EHPAD où l'EHPAD n'était pas la maison de retraite, parce qu'à l'époque ça s'appelait pas EHPAD. La maison de retraite n'était pas excentrée du bourg. Elle était dans le village. Ça faisait partie de la ville, ça faisait partie du truc. Et puis l'arrivée, enfin on va dire l'ouverture du secteur privé dans les années 2000 a complètement changé la géographie des établissements. On les a mis à l'extérieur des villes, là où le foncier est moins cher et là où on pouvait faire des grands établissements. C'est vrai. C'était une connerie monstre. Le truc, c'est que c'est pas seulement les privés qui se sont engouffrés là-dedans. C'est que tous les projets de rénovation des établissements dans des communes ont recopié ce même principe. On ferme le petit établissement en centre-ville parce que la rénovation va être compliquée, etc. On va ouvrir un paquebot dans un endroit éloigné. Ah, mais vous inquiétez pas, il y aura des parkings, les gens pourront venir. Mais quelle connerie. Et donc, euh, en signalant remettre les pads au cœur du village, on signale que c'est sa place. C'est remettre, c'est l'enjeu au cœur du village, c'est là où ça se passe. Et c'est là où les gens, ils veulent rester ancrés. Et donc, comme on sait très bien qu'on va pas réussir à faire déménager ces établissements, il faut qu'on arrive à déplacer le centre du village et le mettre dans l'EHPAD. Et ça passe par un bistrot. Quel retour d'expérience tu as? Parce que tu en as installé quelques-uns.
Et ben, on a commencé à travailler sur le sujet, on va dire, il y a 15 mois, sérieusement. Les 6 premiers mois ont été d'une galère sans nom. On a eu un vrai succès d'audience et un vrai mur en face avec toutes les autorités de tutelle de l'EHPAD, tous les partenaires, etc. Clairement, on n'était pas dans leur plan. C'est moi qui communique, donc c'est aussi de ma faute. On a Alors, pas juste quand tu dis les tutelles, l'HAS, l'ARS, Ouais, etc., toutes ces structures-là? ARS département, Hum. qui sont des interlocuteurs importants, voilà, ont quand même un peu bloqué, on les a quand même un petit peu bousculés, les pauvres. Et tu vois, aujourd'hui, c'est un peu le contraire. Mais il a juste fallu 18 mois, quoi, enfin 15 mois. Mais en tout cas, on commence avec plein d'envie, avec vraiment plein d'idées, une vraie demande populaire sur le sujet, une vraie bonne idée qui est, vous avez un espace inexploité, on va y mettre un bistrot, on va refaire vivre cet espace. Ça va rien vous coûter ou presque, juste les travaux. Nous, on va porter le coût de l'exploitation et on va se rémunérer sur les recettes. Chaque bistrot est un café associatif. Il n'a pas besoin de faire un gros chiffre, juste suffisamment pour payer le bistrotier, ouvrir, payer ses charges, etc. Un modèle assez sain, on n'a pas de loyer et on a des clients qui sont là un peu toute l'année et donc on a un minimum de chiffre d'affaires qui est assuré. Grosso modo, là où les bistrots de village s'en sortaient pas parce qu'économiquement c'était compliqué, et ben nous économiquement on a une nouvelle solution qui permet de les faire fonctionner. C'était hyper simple, tout le monde s'y retrouvait, nickel. Sauf que les établissements sur lesquels ce genre de système peut fonctionner sont pas si nombreux, il faut réussir à les trouver, et ils ont systématiquement un petit peu de travaux à faire. Et ces travaux-là, il faut qu'ils les financent dans un contexte où ils sont en déficit, et certes, ils ont des besoins, ils ont des budgets rénovation, etc., mais qui sont pas forcément fléchis pour ça. Donc, on le voit passer par des financeurs externes pour cette partie travaux. C'est pas nous qui touchons les travaux, c'est l'établissement qui fait les travaux et nous, on arrive qu'après. Et là, on s'est vraiment pris des grosses portes, clairement. Tous les premiers établissements sur lesquels on avait fait toutes les études de marché et tout pour dire, OK, c'est bon, ça va marcher, on va y aller, tous ont échoué. Et finalement, les 6 mois sont vraiment en galère de septembre jusqu'à février. C'est vraiment une galère sans nom. Et à partir de mars-avril, on commence à avoir d'autres types de demandes, des gens qui nous suivaient depuis quelques mois, mais qui se sont jamais manifestés, qui là se réveillent du jour au lendemain. Et on arrive à faire 2 projets avant l'été et un projet au mois de septembre. Donc ouvrir 3 bistrots Bertha dans l'année. Maintenant, tu me demandes le recul. Le premier recul, c'est que j'en ai pas beaucoup parce que tu vois, ça fait que 6 mois que les premiers sont ouverts. Alors, juste quand tu dis ouvert, c'est de manière éphémère ou c'est de manière continue? Non, là, je te parle de manière, je te parle de ouvert, c'est des vrais bistrots Bertha sur place, etc. On fait des bistrots éphémères, mais on n'en parle pas parce que c'est aussi important. Même si on Oui, oui, pourra ok. pas faire la tour qui est fun, mais c'est pas ça. Notre métier, c'est d'ouvrir des bars, des bistrots dans les EHPAD. Pourquoi le bistrot? Parce que c'est simple, parce que c'est facile, tout le monde comprend, ça génère des recettes et donc ces recettes, tu peux les réinvestir dans du personnel, du personnel pour le bistrot, hein, pas du personnel pour l'EHPAD. Tu peux réinvestir dans des événementiels, dans des activités, du mobilier, etc. Tout le monde connaît, tout le monde comprend, il n'y a pas d'apprentissage. Et puis, c'est un vrai service pour le territoire, c'est-à-dire que tu t'implantes sur des endroits où le territoire en a besoin. Mais bref, on a assez peu de recul finalement, on a que 6 mois de recul sur ces premiers, sachant qu'on en a 2 qui sont en mode hivernage, ça veut dire qu'ils sont pas ouverts au grand public du 15 octobre au 15 mars, et rouvriront au 15 mars au grand public. Donc là, ils sont ouverts aux familles, aux résidents et aux équipes là-dessus. Pour une raison très simple, c'est que c'est 2 EHPAD où on a tout misé sur le parc extérieur, puisque je te dis à chaque fois, il faut qu'il y ait un vrai truc motivant, et donc là, il y est plus. Donc voilà. L'hiver, les gens, ils ont pas envie d'être dans un parc. Bon, on s'adapte. Tu Et vends de la bière, tu t'es absolument. forcément heurté aux représentations qu'on a sur l'alcool chez les vieux. Et ben, c'est tout le sens du deuxième post que t'as Ouais, cité, ce ouais. manifeste. Et c'est pour ça que je l'ai écrit. C'est pour vraiment faire comprendre que le but c'est pas d'enivrer les vieux, que un bar c'est pas une fontaine à whisky comme une fontaine à eau, tu vois, c'est pas ça. Et que le but c'est pas que les gens boivent, le but c'est que les gens puissent commander, puissent avoir la liberté de faire comme s'ils étaient pas dans une institution, comme si c'était des gens normaux qui allaient dans un bar et qui commandaient, sauf qu'ils n'ont plus la capacité d'aller dans un bar
Et puis le bar, s'ils sortent pour aller dans un bar, bah, t'as plus aucun filet de sécurité, tu vois. Comment est-ce qu'il va rentrer? Est-ce que le barman va vraiment vérifier la consommation? Est-ce que tu vois, t'as plein de est-ce qu'il va pas être arnaqué sur son argent, etc. Tu vois. Donc tu rajoutes du truc, quoi. Nous on se dit bah non, en interne c'est quand même plus simple. S'il a du mal à marcher, on va facilement le remonter. À toi, tous tes trucs là sont quand même plus simples. Maintenant, ça nous paraissait évidemment facile, ça l'est pas. D'accord? Ça l'est pas pour deux raisons. La première, on va dire la plus évidente, c'est que t'as pas le droit d'ouvrir un bar dans un établissement de santé. Bon, Oui. c'est vraiment. Bon, on a trouvé la solution. On sait comment faire pour le faire quand même. Maintenant, voilà, et quand même légalement, c'est pas tout à fait le truc qui est prévu pour. Et deux, t'as un vrai frein dans le personnel qui là est massif, qui dit non mais c'est ridicule, on va pas leur donner à boire, c'est dangereux pour eux, etc. C'est la porte d'entrée à l'alcoolisme, Mm. à tous ces trucs-là. Et toi, on s'est pris la tête plusieurs fois avec des médecins, des Mm. addictologues, des trucs comme ça. Systématiquement, ils ont, tu vois, si on essaie d'avoir un peu d'empathie vis-à-vis de leur position, parce que il s'agit juste pas de dire qu'ils sont cons et rétrogrades, quoi, ça serait trop simple. Mais si on a vraiment si on fait un effort d'empathie vis-à-vis de leur position, à chaque fois, tu te retrouves dans le schéma du soignant qui donne le maximum et qui est à bout de force et qui a l'impression que il fait un effort que nous on va venir effacer par le truc, quoi. Et donc il est obsédé, mais pas dans le sens mauvais du terme. Il est concentré sur l'effet négatif que peut avoir la consommation d'alcool sur l'effort thérapeutique que lui est en train de faire, sans voir tous les bénéfices qu'il peut y avoir et en passant complètement à côté que 98% des résidents ne vont pas chercher à abuser, voire vont être hyper soft. On vend, mine de rien, très peu de bière. C'est un truc de fou. Il y a de Et la oui, bière, quand c'est accessible librement, finalement, peut-être il y a moins de motivation à. il y a de la bière. Tu pourrais te dire, en plus la bière est pas chère, ça fait vraiment partie des produits qu'on a voulu mettre très accessible. Elle est moins chère que dans tous les bars que tu trouves autour, etc. Il n'y a pas de consommation. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue, tu vois. Mais il y a tellement à travailler là-dessus. Enfin, moi, je me suis pris la tête plus d'une fois avec mes collègues en structure par rapport à la question de l'alcool. Même pas un verre de vin parfois à table. Il fallait que ça passe en temps de transmission, réunion d'équipe, à discuter avec le médecin, l'infirmière, la famille. Tu dis, mais attendez, enfin, à un moment donné, c'est délirant, en fait. Ou alors à contrôler le retour des courses de l'aide ménagère, à enlever les bouteilles, parce que des fois, De quel l'alcool droit? est. De quel Hein? droit? Mais de De quel quel droit? droit? Mais combien de fois je me suis insurgée? Et quand tu es seule, en fait, aussi à questionner, tu vois, aussi l'éthique, les besoins, la liberté de la personne et jusqu'où nous on va. Oui, mais les diabétiques, oui, mais ceci, mais cela. Oui, enfin, on est où? Ouais, ce sont des questions épineuses. C'est intéressant, en tout cas, aussi ton analyse de voir qu'on pourrait venir annuler ou effacer tous les efforts entrepris par ces soignants. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le perçoivent, c'est l'histoire qu'ils Ouais. se racontent. Et tu sais, on agit toujours à la hauteur de l'histoire qu'on se raconte, quel qu'il soit. Il n'y a pas de camp du mal, il n'y a pas de camp du bien. Réduire, bah, ça serait trop simple de dire ils sont juste cons et malveillants, tu vois. C'est pas le cas. Euh, c'est c'est vraiment une posture de quelqu'un qui veut pas faire l'effort de comprendre, de réduire à ça. Hmm. Euh, C'est comme s'il y avait une inversion, hein. C'est-à-dire que tout d'un coup, on est dans une posture de parent-enfant, il y a une infantilisation qui se met à l'œuvre, en place, l'air de rien, qui n'est pas identifié, et il y a une inversion, en fait, des valeurs. Et et tu vois je pense que cette infantilisation c'est le bon terme et c'est en tout cas c'est un paradigme intéressant à prendre pour comprendre la situation parce que le parent c'est pas seulement celui qui dicte les règles, c'est celui qui est responsable de l'enfant et c'est cette responsabilité là qu'ils ont du mal à accorder aux résidents. Et c'est pour ça que moi, je fais que de répéter, un vieux est un adulte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est responsable. Mm. Et en fait, arrête de le priver de sa responsabilité. Fais en sorte de la dimensionner au regard de ses capacités à l'exercer. Ça, je suis d'accord. Tu vois, une personne qui a des troubles cognitifs, qui est pas capable de comprendre le contrat qu'un vendeur de dictionnaire cherche à lui faire signer. Ah oui, tu peux peut-être pas lui donner toute responsabilité là-dessus, hein.
Mais est-ce qu'il n'est pas capable de ressentir la soif, de gérer elle-même sa truc? Bah, jusqu'à preuve du contraire, peut-être que ça, tu pourrais lui laisser, tu vois. Mais, mais voilà. Je pense que vraiment, ce paradigme, enfin, cet angle, de dire, OK, ils rentrent dans un schéma d'infantilisation qui est un registre qu'ils détestent parce qu'ils savent qu'ils doivent pas le faire. Donc, tu vois, ils n'aiment pas du tout qu'on rentre sur ce genre. Même si, encore une fois, je pense que c'est le bon paradigme parce que, derrière, il y a cette question de la responsabilité. Et ils se sentent responsables. Et moi, mon propos, c'est de dire, non, t'es responsable dans la dimension prévention, mais t'es pas responsable dans le résultat que tu cherches à obtenir. Tu dois faire le maximum pour qu'elle soit consciente de ce qu'elle fait, l'aider à prendre la bonne décision. T'es responsable de le responsabiliser. Et t'es pas responsable des conséquences de sa propre décision. Et ça, c'est dur. Oui, c'est dur. Et tu dis que tu as assez peu de recul pour évaluer ton action, mais ou l'impact que ça a pu avoir, l'installation des bistrots Bertha. Mais est-ce que tu as eu des retours des résidents, des familles, des Ouais, bien sûr. villageois? Alors, Qu'est-ce qu'on te dit sur ce que tu proposes? déjà, le retour des résidents et des familles est toujours unanime. Mais attention, c'est un peu facile. Parce que évidemment, on va utiliser une salle moche et sous-utilisée, on va en faire un truc joli, avec plein de vie, avec une gentille bistrotière, etc. Bon, bah c'est que du plus pour le résident, tu vois. Mmh. On- C'est cool, c'est super, il est content, mais en fait, il n'y a pas de défi à faire ça. Euh, Maintenant, le vrai défi, il est ailleurs. Est-ce qu'on arrive à autonomiser la résidence, à en faire un vrai outil au service des équipes pour qu'ils soient sur leur territoire, pour qu'ils pour qu'ils augmentent vraiment la confiance qu'ils ont dans leurs résidents et qu'ils travaillent cette autonomie avec les résidents. Ça, c'est un vrai défi. Et deux, est-ce que la structure qu'on a construite est pérenne? Et donc là, on est d'un point de vue purement économique. Est-ce qu'on arrive à couvrir nos charges, payer ce qui doit l'être, réinvestir dans de l'événementiel et en faire un lieu qui arrive à tourner sans peser? Donc ça, c'est vraiment nos deux critères, hein, pérennisation, autonomisation. Est-ce que on y arrive? Pour l'instant, on y arrive plutôt bien là-dessus. Il y a des grosses différences en termes de chiffre d'affaires d'un établissement à l'autre, et on doit encore travailler là-dessus. Il s'avère quand même que la question de la génération du chiffre d'affaires, ça tient beaucoup à la personnalité du bistrotier, à l'événementiel que tu vas y mettre, etc. Et des fois, on ne trouve pas forcément les meilleures personnes pour ça. À titre de comparaison, hein, nous, on fait beaucoup de bistrots éphémères, que je fais moi-même, en termes de ventes réalisées. Parce que nous, on arrive sur les bistrots éphémères pour voir ce que font sur les bistrots fixes. Bah, on fait en 3 jours ce qu'ils font en un mois, quoi. OK. Donc, ils ont de la marge. Mais c'est Mmh. plutôt bon signe, c'est-à-dire qu'ils ont de la marge. De notre côté, ça veut dire que, et c'est le cas là sur l'année prochaine, on va les accompagner beaucoup plus sur toute cette démarche-là. Et c'est assez facile, hein. Il y en a beaucoup qui ont du mal à demander de l'argent aux résidents pour les Alors, c'était consommer. aussi une question que j'avais, ouais, qui m'est venue Donc, depuis. déjà c'est ça. Ensuite, bah, quand tu fais un bistrot, tu t'adresses pas aux résidents. Tu fais pas un bistrot pour les résidents. Tu fais un bistrot pour que l'extérieur vienne dans le bistrot. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Déjà parce que ça va te faire du chiffre d'affaires, mais surtout, ce que le résident a besoin, c'est pas d'un endroit où retrouver les autres résidents. Des endroits où retrouver les autres résidents, il y en a déjà plein l'établissement. Ce que le résident il a besoin, c'est de se reconnecter avec la vie de la société, la vie de la cité, la vie de la communauté. Et donc, il prend son plaisir, le résident, dans ta capacité à faire venir l'extérieur à l'intérieur. Et donc, tu dois réussir à faire venir l'extérieur dans l'intérieur. Sinon, ça ne marche pas. Si tu fais un truc pour les résidents, si tu fais une cafétéria, bah, ça a aucun sens. Parce que des endroits où les résidents peuvent se retrouver, bah, t'inquiète pas, ils les ont déjà tous utilisés, hein. Ils savent très bien que sur ce moment-là, Roger et Martine se retrouvent tous les midis. Ils font tous la sieste au même moment dans le couloir, dans le hall d'accueil. Tu vois, ils ont déjà ces moments de rencontre. Donc c'est pas ça qu'ils ont besoin. Ils ont besoin vraiment de se reconnecter à à la vie de la cité, là-dessus. Et puis ensuite, il y a un dernier point, hein, au-delà de cette ouverture. Une carte d'un bistrot, elle peut pas être très longue, sinon on a des soucis dans la gestion des stocks, etc. C'est difficile. Par contre, elle peut changer souvent. Et pareil, ça, on a des équipes qui ont du mal à être dans cette logique de l'autre, en fait. Je suis un autre, je veux faire plaisir aux gens que je reçois, et du coup, je vais proposer des cartes un peu différentes. Enfin, bref. On a vraiment des moyens de travailler là-dessus pour s'améliorer.
Concernant l'autonomisation, sur est-ce que les équipes se l'approprient, etc., depuis qu'on est passé maintenant sur des petites Bertha avec des comptoirs mobiles, donc une petite Bertha par rapport à une grosse Bertha. Grosse Bertha, c'est nous qui arrivons et qui installons tout le truc. Une petite Bertha, c'est l'inverse. C'est les équipes qui vont prendre possession de l'outil, on va les former, on va les accompagner, mais ils vont se débrouiller là-dessus. Donc les 3 établissements qu'on a ouverts, même si initialement c'était 2 grosses Bertha, on les a requalifiés en petites Bertha. Et donc maintenant avec les petites Bertha, on a installé des comptoirs mobiles. Le comptoir mobile, c'est très simple. C'est un comptoir qui est sur roue et qui a l'avantage d'être dedans, dehors, mais surtout d'aller dans les étages. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que, tu le sais bien, les EHPAD sont souvent des vies centrées sur un étage. Et ce qui se passe dans l'étage 3, bah, ne va jamais au rez-de-chaussée, ne va jamais au premier, au deuxième. Et du coup, c'est complètement hermétique. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Du coup, ton comptoir, tu l'envoies dans les étages, tu le laisses aux aides-soignants, tu le laisses au personnel. Là, les équipes jouent avec, très clairement. Et c'est cool, les résidents le découvrent. Et en fait, ils s'approprient l'outil grâce à ça. Et ils comprennent pourquoi c'est intéressant de leur descendre, pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire venir les résidents en bas, etc. Et ça crée plus de déplacements, plus de d'aller-retour dans les choses. Et en fait, c'est une bonne chose. C'est une très très bonne chose. Un super projet. Il y a encore une phrase que j'ai notée, que tu as notée que tu as écrit sur un post LinkedIn le jour de ton anniversaire. Découvrir que mon seul vrai talent, c'est de dire tout l'inverse des gens et d'expliquer pourquoi c'est censé. Ouais, ça. Et c'est très très vrai. C'est très très vrai. J'ai cette capacité à euh, à prendre la manière habituelle dont on pense, à te dire qu'il faut faire tout l'inverse et à te convaincre que tout l'inverse marche mieux que ce que toi t'avais prévu. Et ça, c'est horrible. Bon, alors, il y a des gens qui le vivent très bien, qui disent ah ouais, putain, malin. Et il y a des gens qui me détestent pour ça, parce que j'ai raison. Et j'ai pas raison parce que j'ai raison. Mm. J'ai raison parce que la manière dont j'argumente et dont j'explique les choses a du sens en tant que tel. Et c'est ce que je dis. Je dis pas que ma méthode est meilleure. Je dis, ok, toi, t'as une paire de lunettes, essaye cette paire de lunettes-là. Et tu choisiras celle qui te convient le plus, tu vois. Mais tu pars pour du principe que ta lunette est bonne parce que t'as que ça. Euh, c'est le dicton très connu. Si t'as un marteau, tu vois tous tes problèmes comme des clous. Et ben moi, je suis là pour te donner d'autres outils. Le marteau, c'est bien. Tu vas peut-être faire plein de choses avec un marteau. Et imagine que t'as une visseuse, imagine que t'as une scie circulaire, imagine que t'as autre chose, tu feras des projets plus gros, quoi, tu vois. Et après, évidemment, il y en a pour qui, il y en a qui me détestent pour ça. Parce que c'est très dur d'avoir un petit con prétentieux qui vient te dire tout l'inverse de ce que tu viens de dire. En plus, t'as rédigé un beau post LinkedIn et puis moi, je te dis, je te dis tout Il y a un l'inverse. argumentaire qui tient la route. Et puis en plus, tu regarderas, je ne suis jamais attaqué, jamais, Ouais. jamais sur tous les trucs que je fais, j'en fais pas mal, sur ce que je défends. Dès que j'arrive sur des trucs comme ça, et dès que je fais des posts, toi, dès que je dis que l'animation c'est pas ça, c'est ça, parce que toi, ou la restauration, mais sur plein de sujets en fait, j'ai travaillé sur tellement de sujets. Même ma thèse est très riche et comme j'ai jamais exploité, j'ai encore une matière, une sorte de mine un peu infinie de sujets comme ça et intéressantes sur tellement de sujets que euh, que que j'ai de la réserve. Mais à chaque fois finalement, j'arrive sur ces sujets-là. Tu verras, les gens ne m'attaquent jamais sur le contenu, sur l'argumentation, sur ce qui est dit. Mais dès qu'ils sont pas d'accord, on passe sur des attaques personnelles et c'est assez drôle. Ça, c'est drôle. Mais ouais, c'est un talent que j'ai qui est ni D'où bien ça, ni pas bien. ouais, d'où ça te vient, à ton Et avis, cette capacité à penser pas de manière inversée, mais de penser autrement et c'est ce que j'appelle le syndrome du petit gros. T'es dans une classe et que t'es le petit gros, et moi c'est ce que j'étais le petit gros. T'as pas trop le choix pour exister que de faire ton intéressant. Et toi, ta manière de faire intéressant, parce que t'es un bon élève, t'es le petit gros qui travaille un peu un télo, un petit peu geek, c'est de penser mieux que les autres. Et en fait, tu développes assez vite ce talent de penser différemment et de t'amuser avec tes profs à les coincer sur des trucs un peu débiles comme ça, tu vois. Et du coup, c'est cool parce que bah, t'as une durée d'entraînement qui est très longue en fait. Toute ta scolarité, tu joues à ça. C'est ton seul jeu, c'est ton seul moyen de t'occuper en classe. Et parce qu'on on se fait chier en classe, donc on trouve tous des manières de s'occuper quoi. Et, euh, et la mienne, mais je l'ai retrouvée sur pas mal de gens qui s'avèrent que ils étaient aussi des petits gros en classe. Du coup, je l'ai renommé comme ça. C'est vraiment ça, quoi. C'est ce côté, bah voilà, nous, on va s'amuser avec les profs
et à jouer comme ça. Et en plus, les profs peuvent pas trop nous détester pour ça, parce que finalement, on reste des bons élèves, on n'a pas mis le feu à l'école, quoi, tu vois. Et du coup, c'est cool, quoi. Mais je pense que ça vient vraiment de loin, quoi, tu vois, esprit de contradiction, quoi, mais que tu travailles pas en étant juste dire non pour le plaisir de dire non. Mais c'est ça, c'est pas juste être dans la contradiction. Toi, C'est pas tu vas juste bien plus loin que ça. à l'esprit de contradiction de départ, tu vois, qui te donne l'intuition que tu dois dire le contraire. Par principe, tu vois, tu dis le contraire. Puis après, tu dois réfléchir à, ok, qu'est-ce qui se passe si on dit le contraire et si on le fait à l'inverse? Et c'est un très bon exercice, hein. Moi, j'incite tout le monde à dire, on te dit ça, ok, prends ton chapeau de l'esprit de contradiction et essaye de trouver l'inverse. Il y a, est-ce que tu connais les chapeaux de Bono? Non. Les chapeaux de Bono, c'est un exercice que tu fais, c'est un exercice d'intelligence collective que tu fais dans un groupe quand tu dois faire un brainstorming ou un truc comme ça. Au lieu que tout le monde donne son avis, et on se fout de l'avis des gens, d'accord? Ça, c'est un point hyper important, l'avis des gens, on n'en a rien à faire. Tu vas donner à chacun un chapeau avec un rôle. Il y aura un rôle, il devra défendre coûte que coûte le projet. Un autre, il devra le critiquer coûte que coûte. Un autre, il devra trouver une solution alternative à ce projet coûte que coûte, etc. Et tu leur donnes juste un rôle. Et ils doivent faire que leur rôle. Et ben, si on te donne cette règle-là, et ben, en fait, tu vas trouver des idées qui vont être tellement plus originales, intéressantes, créatives que si tu donnais ton avis. Parce que ton avis, il est pourri. Là, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Les gens passent leur temps à donner leur avis. Moi, je donne jamais mon avis. Un avis, ça ne vaut rien. On s'en fiche de ce que tu penses. Argumente, explique-moi, donne-moi un exemple, inspire-moi, mais me donne pas ton avis, je m'en fiche. Et toi, les chapeaux de Bono, c'est un très bon exercice. Et que tu fais ou pas dans un truc d'intelligence collective, peu importe. Mais juste se mettre dans la position, ok, j'ai cette idée, elle est face à moi, je la trouve super, ok. Et ben, qu'est-ce que ça serait si je devais défendre tout l'inverse? Qu'est-ce que ça serait si je devais trouver une autre solution? Qu'est-ce que ça serait si je devais la défendre contre quelqu'un qui est contre cette idée, tu vois? Et ben ça, c'est des super exercices intellectuels. Ok. Bon, mais prochain Il y a tout un exercice tas de à faire en soirée entre amis. On va jouer ouais, à un jeu. ça c'est très drôle ça. Ça c'est très drôle entre amis, etc. Tu vois. Toi là c'est Noël là. Donc on va tous. Tu vas peut-être le publier après Noël probablement. Mais Oui, en début d'année. mais en tous les cas, tu vois là on est à Noël. Quand le débat il part sur un truc politique, tu vois, un truc de famille avec la caricature de l'oncle raciste et de et de la belle-fille gauchiste, et bah tu joues à ce jeu-là avec des chapeaux et tu dis ok bah maintenant tu dois défendre l'inverse etc. Et c'est assez drôle. Ok, ben je prends note. Au moins on s'amuse quoi, tu vois. Alors, j'aurais plein de questions encore à te poser, mais il va falloir que je scinde un peu. Tu ne t'arrêtes pas là parce que tu as créé Agix, si c'est bien comme ça qu'on le prononce, donc sur le même principe que Merci. les TEDx. Exactement. Et j'ai adoré, j'ai noté notamment les deux thèmes, la désinstitutionnaliser l'accompagnement, BIM, en finir avec les aidants, là aussi notre thématique. Il y a tellement à dire, en fait, il va falloir qu'on fasse un podcast par thématique, Antoine, parce que voilà. Déjà, Et je trouve génial en fait, parce que tu utilises vraiment tous les moyens que tu as à ta disposition. En plus, tu fédères d'autres professionnels, parce que là, tu n'étais pas tout seul à prendre la parole sur ces thématiques-là. et là, Tu avais une j'avais belle équipe. une belle équipe là. Vraiment, je suis très très fier de l'équipe que j'ai réunie. Des gens qui sont très connus, hein, comme Michel Billet, comme Vanny Cérez, et des gens qu'on entend moins et que moi j'apprécie et qui ont Hmm. été vraiment vraiment très très bons quoi. Fanny Cérez, je me demande, elle est architecte. Ah oui, et docteur Elle a Rouge. participé à un projet dont je n'ai pas vu l'aboutissement, puisque j'ai dû quitter précipitamment, ou plutôt prématurément, l'établissement pour suspension. Mais il y avait un projet de réaménagement des services. Alors si, j'ai vu 2 services, mais pas les miens. Terminé, après son passage, elle a fait une proposition de réaménagement des services, notamment de psychogériatrie. Et il devait y avoir un réaménagement des services de long séjour où moi je travaillais, et j'aurais bien aimé justement savoir ce qui avait été proposé, mais bon, je n'y suis plus, donc je ne sais pas. Et figure-toi qu'au départ, le projet avait un nom que je ne vais pas dire, puisque voilà, on l'identifierait de trop, qui s'est transformé en humanisation des soins. En interne, hein, c'est pas elle qui a fait changer le nom du projet. Et là, ça rejoint tout ce qu'on a pu dire jusqu'à présent. On en est là, en fait. Humaniser les soins, c'est-à-dire jusqu'à présent,
il ne l'était Il pas. était pas humain, quoi, tu vois, c'est ça. Voilà. Enfin, c'est pour dire que Oui. voilà, Fanny, je la connais pas personnellement, mais elle est intervenue en tout cas sur un gros projet dans un établissement où j'étais. Donc oui, je me dis que toutes les interventions là qu'il y a eu dans cet AGIX ont dû être vraiment d'une très grande qualité. AGIX, c'est exactement ça. C'est un TEDx, mais qui traite des questions de vieux, de vieillesse, etc. sur l'angle vraiment traditionnel des TEDx, c'est-à-dire un contenu expert, mais une forme très accessible. Et ça, c'est hyper important parce que moi, je reste persuadé que les gens n'ont pas vraiment envie en ont marre un peu du côté universitaire, du truc, etc. Et qu'on n'arrive pas à les embarquer là-dedans. Et donc, il faut que la forme soit vraiment au service du fond. Et ça, c'est hyper important. Et donc, pas de table ronde, parce que c'est pourri. Pas de conférence universitaire avec des références à tire larigot, etc. Et du name dropping à ne plus en finir. C'est insupportable. Pas de discours politique, policé, etc. Vraiment, des pensées originales. Les personnes qui viennent à ASICS ont l'obligation de traiter un sujet qu'ils n'ont pas encore traité dans des articles, dans des trucs, etc. En 15 minutes, sans coupure, sans rien, ils sont libres là, ils vont pas être interrompus, ils vont avoir tout le temps qu'il faut pour dérouler une pensée profonde. 15 minutes, ça peut paraître court, mais mine de rien, sur une idée clé, tu as le temps d'aller au fond. Et dans une format d'une soirée, où ça dure 2 heures, alors une soirée ça peut être l'après-midi, on s'en fout, et où tu vas enchaîner tout ça, et tu vas pas voir le temps passer. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment incroyable. Je suis très fier de cette seconde édition d'Agix, qui est, qui est une très belle édition dans le contenu, dans la forme, dans ce que j'ai voulu faire et dans le temps que j'avais pour le faire. Je suis très content. J'avais donné un fil rouge qui est la désinstitutionnalisation, qui est pas forcément un fil rouge public, d'accord, qui est un fil rouge que moi j'ai donné à mes intervenants et j'ai organisé la conférence selon ce fil rouge-là. Pour moi, elle avait une cohérence, mais c'est vrai que moi je connais chacun des intervenants, je sais ce qu'ils disent, mais d'un point de vue extérieur, c'est pas forcément hyper lisible, mais voilà, c'est à ça que servait le fil rouge. Et moi, dans cette conférence à GIX, j'ai fait deux interventions. La première, désinstitutionnaliser l'accompagnement, que j'avais appelé Accompagner sans enfermer, je crois, le titre final de la formation, qui n'est pas une conférence sur la contention, d'accord. Parce que plusieurs fois j'ai eu la question, c'est pas le cas. Pour moi, l'enfermement, c'est pas la contention, l'enfermement, c'est l'institutionnalisation. Et donc, comment est-ce que tu fais pour casser ce caractère institutionnel là-dedans? C'est une conférence qui dure normalement 3 heures, hein, que je fais avec des directeurs, que j'ai pas mal baroudé avec, et là que j'ai fait en format réduit, où je présentais que 3 des 10 idées. Conférence que j'aime bien parce que, comme elle s'adresse à des directeurs, elle donne des petits trucs qu'ils peuvent tout de suite faire demain pour changer l'établissement. Je te donne un exemple. Je vais leur donner comme consigne de demander, enfin de contraindre leur animateur pendant un jour ou une semaine pour les courageux de faire leur métier d'animateur sans faire d'activité. C'est magique ça. Tu obliges ton animateur à ne pas faire d'activité. Et ça c'est top. Parce que ton animateur au début il va se poser la question, bah je fais quoi? Et donc cette première réflexion de se dire, bah attends, tu te présentes pas comme quelqu'un qui fait de l'activité et puis en même temps tu te rends compte que quand tu la supprimes de ton quotidien, tu sais pas quoi faire. Première réalisation. Deuxième réalisation, c'est que si je peux pas faire d'activité, il va quand même falloir que je vais pas faire de l'administratif pendant 3 jours, quoi. Toi. Je vais aller voir les gens et que, en fait, je vais prendre conscience que mon but, c'est pas de faire des activités. L'activité, c'est que le prétexte à générer la relation, à générer une vie sociale, une vie relationnelle des gens. Et que, en fait, j'ai pas besoin de ce prétexte pour plein de gens. Je peux court-circuiter ce prétexte pour aller directement offrir cette vie relationnelle des gens. Et puis, je vais avoir du temps. Je vais avoir du temps non pas pour organiser des activités, puisque j'ai pas le droit de faire des activités, mais pour organiser des rencontres. Et ben, peut-être que, en fait, ce temps, je vais l'utiliser pour que Monsieur Roger puisse aller dans sa famille à Noël. Comment on va gérer le premier déplacement, comment on va gérer le soin pendant les 3 jours qu'il va passer chez sa fille, comment on va gérer le rapatriement, etc. Tu vois. Ben ça, tu vois, je pense que ça fait partie du job d'animateur. Et toi, c'est qu'un exercice, hein, j'en donne d'autres. Un autre que j'aime beaucoup, c'est une table et 2 chaises. Mettez dans chaque chambre, commencez par une, mais mettez dans une chambre une table et 2 chaises. Supprimez le fauteuil, supprimez l'armoire, supprimez tout ce que vous voulez, je m'en fiche, mais une table et 2 chaises, et vous le rentrez. Et vous le laissez là pendant un mois dans la chambre, et vous voyez ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Le résident, il arrête d'être au lit toute la journée, il va sur sa table, parce que sa table, c'est l'outil qu'il utilise en permanence, sur lequel il a l'habitude, sur lequel il est familier, etc. Deux, la famille sait enfin où se mettre, puisqu'il y a 2 chaises. Ça paraît rien, mais
T'as pas envie, quand tu vas visiter ta mère, qui certes est vieille, mais t'accueilles à l'ité, t'accueilles avec une couverture, ou sur son, ça c'est horrible. Elle, t'es sur son fauteuil, elle est sur son fauteuil, et elle a une couverture jusqu'au cou, alors qu'il fait 40 degrés dans la chambre, quoi. T'as pas chaud, maman? Si, mais je peux pas l'enlever. Et ben voilà, je veux pas déranger les filles. Et trois, et c'est pas négligeable, les équipes s'assoient. Et c'est tellement important que les équipes arrêtent d'être debout au-dessus du lit pour parler aux résidents, mais qu'elles s'assoient, qu'elles prennent le temps de discuter, de boire un verre d'eau ou même un café. C'est tellement important. Même si elles passent autant de temps que si elles étaient debout, mais je me souviens d'une étude qui avait été faite, les personnes avaient la sensation que le soignant était resté plus longtemps quand il s'était assis Il y a une étude sur les médecins. que lorsqu'il était resté debout, alors même qu'il était resté peut-être 5 minutes, mais la perception était différente. Donc ouais, Ouais. elle est géniale ton idée. Et ça c'est vachement bien. Bon, voilà, j'ai des petits trucs comme ça, toi, des petites pépites qui sont simples, que j'envoie. Mais moi, encore une fois, ça c'est un truc sur les directeurs. Sur les aidants, c'est différent. En fait, les aidants, c'est un sujet sur lequel j'ai jamais publié, jamais communiqué ni rien. Mais on m'a demandé de réaliser tout un rapport d'études l'année dernière sur le sujet que j'ai fait, que j'ai rendu, qui a été publié. Et c'était l'occasion pour moi de partager encore une fois ce que je pense sur les aidants et pourquoi j'ai appelé ça en finir avec les aidants, parce que je trouve que le terme aidant dessert complètement la cause, que le but, que si on veut aider les aidants, il faut d'abord aider les aidés, et si on veut aider les aidés, il faut aider les aidés et pas aider les aidants. Hein. Encore une fois, c'est toujours cet objectif de simplification. Arrêtons de rajouter des étapes inutiles dans le truc alors qu'on peut faire les choses, simples. Deux, euh, on est dans une démarche de professionnalisation des aidants. Euh, pour moi, c'est complètement l'inverse. On est en train de parler d'indemnisation des aidants, de congé des aidants. On est en train de parler d'arrêt de travail des aidants, d'arrêt d'aidance des aidants. Enfin, des trucs qui vraiment approchent la spécialisation. Ouais. Euh, mais arrêtons de déconner. En fait, c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Réexpliquer pourquoi est-ce que ça donne du bonheur d'aider, pourquoi est-ce que le rôle d'aidant, c'est pas de remplacer l'aidant professionnel, pourquoi est-ce que l'aidant, là où il est irremplaçable, bah, c'est quand il est dans un soutien affectif et pas dans un soutien de soins informels, etc. Et donc en fait, c'est tout ça que je détaille sur 50 pages, sauf que comme c'est 50 pages et que c'est un peu complexe, voilà, le faire en une petite conférence qui donne les idées principales, c'est assez intéressant, quoi. Et encore une fois, hein, sur ce rapport, mais comme sur tous mes trucs, quoi, je vais à complètement contre-courant de tout ce qui se passe sur les éléments. Donc, j'y vais un peu mollement parce que mon focus principal reste Bis Roberta et je cherche à ne pas trop disperser l'attention des gens, de ceux qui me suivent, de l'audience, de tout ce que tu veux. Mais là, sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, j'ai des idées qui sont vraiment à contre-courant, qui, à mon sens, ont le mérite d'exister et d'être entendues. Encore une fois, hein, ça veut pas dire que j'ai raison. Hein. Ça veut dire, ok, essaye ce paradigme-là, essaye de mettre ces lunettes-là et tu vas voir comment tu regardes les choses différemment. Et je pense que ça va être de valeur. Je vais en communiquer un peu plus en 2025. Et ouais, c'est un super travail que j'ai fait. J'en parle pas. Mais quand j'en parlerai, je serais content d'aborder ce sujet parce que c'est hyper important. Et nous, mine de rien, chez Bis Roberta, on fait beaucoup de choses pour les aidants. Parce que faire revenir les familles, d'ailleurs, on parle d'aidants, mais moi, je parle de famille, hein, parce que faut arrêter d'être hypocrite, hein. Les aidants, c'est la famille, hein. Quand t'es pas très vieux, ok, ton voisin, il peut te donner un coup de main. Mais quand t'es vraiment vieux, il reste toute la famille, hein. Et quand on parle de famille, on parle pas de famille éloignée, hein. Il reste les enfants. Et souvent la fille. Ceci étant dit, faire revenir la famille, c'est hyper important. Et le Bis Roberta sert à ça. Moi, je bois de tes paroles. Franchement, j'adore t'entendre parler de tout ça parce que ça dépoussière tellement de thématiques. Ouais, je serais tellement plus en accord avec toi aujourd'hui sur toutes ces questions-là, effectivement. Et je crois que je ne pourrais plus travailler en EHPAD aussi pour ces raisons-là. Il y a des choses qui changent quand même. Clairement, je te le cache pas, l'EHPAD est en train de prendre une direction qui est celle de la transformation en hôpital gériatrique. Ah oui. Très clairement. Maintenant, c'est pas tout le monde. Et ce que moi je dis tout fort, un bon nombre de directeurs essayent de le mettre en place à leur échelle, à leurs moyens, et ils ont peut-être moins la capacité de l'exprimer que moi, mais n'en pensent pas moins. Et finalement, nous, on s'adresse à ces résistants. Nous, on est clairement la résistance. Hein. Tu vois, si je reprends l'anecdote de Star Wars ou n'importe quel film épique, nous, on est clairement la résistance. Quoi. On est minoritaire, on n'est pas dans le sens du vent, on n'a pas les mêmes pouvoirs que les autres, mais on n'est pas prêt à renoncer. Et en fait, on est malin. Et donc, on arrive à faire des trucs quand même. Notre chance, c'est que on a des directeurs qui sont comme ça, mais on a aussi des gens dans les administrations, dans les conseils départementaux, dans les CCAS, qui sont comme ça. Alors, ils sont minoritaires, je te le cache pas.
Mais ils existent, et des fois ils attendent juste que le bon truc pour nous soutenir, quoi. Et tu vois, aujourd'hui, on reçoit pas mal de soutien de ces de ces interlocuteurs-là, quoi. Et c'est cool, toi. C'est cool de voir qu'on n'est pas seul à prêcher dans le désert et que et que ces gens existent. C'est peut-être parce que personnellement, je dois guérir mes blessures de la crise sanitaire, Ouais, c'est horrible. de ce que j'ai vécu personnellement et professionnellement, que pour le moment, ça m'est impossible, tu vois, d'imaginer œuvrer dans ce sens-là. Pour moi, j'ai vu pour moi le pire du pire Mm. pendant 2 ans. J'ai du mal pour le moment, à imaginer que ça puisse être possible autrement. Donc, peut-être dans un temps futur, mais en tout cas, super. C'est aussi très encourageant ce que tu dis là, qu'il y ait plusieurs résistants dans toutes les instances. Et voilà, et c'est aussi soutenir ton projet que de te donner la parole et de le faire connaître aussi. Absolument. Merci beaucoup. Donc, dis-moi, tout à l'heure, tu as parlé du petit Antoine. Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire aujourd'hui? Ah, je lui dirais de moins être un petit con. Parce que, mais après, c'est difficile parce que tu vois, c'est aussi ce qui te forge, quoi. Mais j'étais un petit con prétentieux quand même longtemps. Je pense que je suis en tout cas, je pense que je suis encore perçu comme, c'est mon personnage, toi, le petit con prétentieux. Je l'aime bien. Toi, ça me fait un souvenir. Je sais que je suis pas comme ça dans la vraie vie, mais en même temps, sur LinkedIn, ça m'amuse d'être de le jouer encore. Maintenant, il m'a pas mal desservi aussi, donc j'ai quand même pas mal blessé de gens sans faire exprès. Et c'est jamais, c'est pas l'impact que je veux avoir. On me prend souvent comme celui qui critique tout et tout. C'est pas le cas. La critique, sert toujours à un encouragement, à un projet plus grand, une ambition plus grande, etc. Et c'est toujours cette ambition plus grande que je veux insuffler chez les gens quand j'émets une critique. Deux, elle est systématiquement argumenté. Il n'y a jamais de critique gratuite. Il n'y a jamais rien de comme ça. Il y a toujours une explication, deux, une perspective de faire autrement. Et donc malgré ça, je suis quand même souvent perçu comme celui qui critique. Et en fait, je le comprends. C'est juste que ça fait mal, quoi, d'être. Ça fait mal. Et mon but, c'est pas de faire mal aux gens, quoi. Vraiment pas. C'est pas du tout l'impact que je veux avoir. D'ailleurs, je le fais moins que ça. Et toi, sur Bis Roberta, nous, on est hyper positif, hyper optimiste. On n'apporte que de la joie et on parle pas des malheurs, on parle pas des difficultés, on parle pas des trucs. Alors si des fois je te raconte mes anecdotes sur LinkedIn comme quoi j'ai cassé ma vaisselle, mais on s'en fout, quoi. Oui, c'est dur, évidemment que c'est difficile, mais on parle pas des vrais problèmes, des trucs, parce qu'on veut envoyer un message ultra positif. Et je pense que c'est ce que les gens ont besoin, quoi. Ils ont besoin d'inspiration, de légèreté, de ce qu'on va incarner, quoi. Donc arrêtez d'être un petit con prétentieux, parce que c'est drôle, mais ça peut aussi faire mal à des gens. Comment est-ce qu'on peut communiquer avec toi? Oh, LinkedIn. Moi, tout passe LinkedIn? par LinkedIn. Et Après, ceux qui ne sont pas sur LinkedIn? la messagerie. Alors, vraiment, si vous me connaissez pas, moi, je vous incite à aller écouter Sociogérontologie, qui est un podcast qui date un peu, que j'ai lancé pendant le confinement, mais le temps à perdre, qui est vachement bien. Toute objectivité, c'est l'œuvre dont je suis la plus fière. Non pas que le contenu est incroyable, mais c'est la première fois où je réalise un truc tout seul, qui est aussi profond et qui va autant vous aider à penser les choses différemment. Faut regarder tous les épisodes solo, mais je pense que vous avez une trentaine d'épisodes comme ça, où à chaque fois je vous retourne le cerveau sur une question bien particulière. Et ça, je pense que ça peut faire du bien là-dessus. Et c'est un bon moyen de me découvrir. Mais sinon, sinon on peut toujours parler sur antoine@bisroberta.fr. Le boîte mail, ça marche mieux. LinkedIn, c'est pas mal vraiment. Moi, j'y publie tous les coulisses de mes aventures, tous mes trucs et tout. Et j'essaie de le faire de manière intéressante. Enfin, je mets un vrai effort dans l'écriture pour que le message soit agréable à lire. Il y en a pas tant que ça qui me mettent autant d'efforts dans l'écriture, et c'est dommage parce qu'il n'y a pas que le message qui compte, il y a aussi le plaisir que tu prends en tant que lecteur à le lire, et donc c'est cool, et moi j'y tiens beaucoup, et puis c'est pas mal déjà. Et le podcast c'est bien, vraiment, je le reprends là en 2025. Ah, super. Je le reprends et je reprends chacun des thèmes, et je vais commencer par reprendre tout ce que j'ai publié et le réactualiser. Ok, il s'est passé 4 ans, moi je suis plus la même personne, le secteur est complètement changé, qu'est-ce qui se passe, quoi? Ok, ben on mettra le lien. Quel message est-ce que tu souhaitais transmettre aujourd'hui? Alors, on arrive à la fin, on n'a pas complètement terminé. On va tâcher d'optimiser les 5 minutes qui nous restent. Alors, si on en prend 7 ou 8, ça va le faire. Ok. Alors, quel message est-ce que tu souhaitais transmettre aujourd'hui? Ah, c'est une bonne question, je me suis pas posé la question comme ça. Mais en fait, moi, le message qui me tient le plus à cœur, mais je pense que je l'ai dit mine de rien, c'est quand même que les vieux sont des adultes jusqu'au bout, et qu'en fait, on ne doit pas tolérer ces comportements d'infantilisation. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin de soutien, de ressources ou quoi que ce soit.
mais ça veut dire qu'on doit jamais oublier qu'ils sont des adultes et que si on n'aimerait pas être traité de cette manière, on ne devrait peut-être pas traiter les autres de la même manière. Ça, c'est le premier message. Deuxième message qui me tient à cœur, c'est que je crois beaucoup à Bistro Bertin, qui est mon projet actuel où on ouvre des bistrots. Pas pour le fait d'ouvrir des bistrots, même si ça a un vrai impact, mais parce qu'en fait, derrière, c'est le déclencheur de tellement d'autres choses et ça amène tellement d'autres trucs. Et aujourd'hui, avec une petite Bertha, on n'a pas vraiment eu l'occasion de parler de ce qu'on fait concrètement, mais avec une petite Bertha, on arrive à l'installer dans n'importe quel EHPAD, dans n'importe quelle structure, même des habitats inclusifs, des trucs qui sont vraiment petits, sur lesquels on pourrait pas mettre des grosses Bertha, mais on arrive quand même à avoir un impact monstrueux sur ces établissements-là, et ça, c'est cool, quoi. Et on va en faire pas mal l'année prochaine, donc très très cool. Alors, l'interview touche bientôt à sa fin. Je donne la parole aux acteurs du Nouveau Monde. C'est quoi pour toi, Antoine, le Nouveau Monde? Enfin, je savais que tu allais me poser cette question-là, et j'ai pas de réponse parce que je sais pas si c'est le monde tel que je pense qu'il sera ou le monde tel que j'aimerais qu'il soit. Et je pense que les deux vont être très opposés. Je pense que le monde tel qu'il va être va nous priver de plus en plus de liberté et d'autonomie, avec un État qui va subvenir toujours plus à nos besoins. Et en fait, moi, j'aspire à tout l'inverse. J'aspire à une responsabilisation et une autonomisation des individus, à une prise en main de leur propre bien-être et à une mise en une véritable prise d'indépendance vis-à-vis de l'État. Et quand je parle d'État, c'est de sa fonction qui dépasse vraiment qui s'implante dans plein de Mmh. sphères sur lesquelles il n'a pas sa place, Mmh. y compris la sphère des soins aux personnes âgées. Ça veut dire que l'État ne doit pas soutenir l'action aux personnes âgées. Ça veut dire que la famille ne doit pas déléguer à une entité autre qu'elle-même la gestion des membres de sa tribu. Malheureusement, je ne crois pas que ça va arriver, même si je lutte de tout cœur pour. Je ne crois pas que ça va arriver. Même si tu œuvres pour. J'œuvre de tout cœur pour, hein, vraiment, c'est Alors genre, mais justement, ouais, comment est-ce que toi tu penses que tu contribues à ça, au fait que les individus puissent se responsabiliser davantage, être moi je pense que plus libres de leurs décisions? j'y contribue à ma hauteur sur mon terrain d'action qui est les vieux, sur le secteur que j'essaie de révolutionner. J'essaie vraiment d'arriver sur un truc très différent sur le secteur des vieux. Qui laisse une plus grande place à la famille, qui laisse une plus grande place aux capacités individuelles des équipes à mener des projets, à alerter quand des choses les détournent. Je cherche à lutter contre la déresponsabilisation des acteurs de ce secteur à tout niveau. Je crois au contraire qu'on doit rendre les travailleurs, tu vois, ceux qui sont dans les établissements, d'abord, autonomes, capables de prendre des décisions, capables de réfléchir, capables de faire, et ils le sont. Sauf qu'on leur laisse pas les espaces pour le faire et on va pas jusqu'au bout de la démarche. Je pense que la responsabilité, elle doit aussi s'étendre aux financeurs. Et j'aimerais qu'on les juge, en fait, à la hauteur de l'impact qu'ils ont eu réellement. Des fois, ils financent des trucs parce que c'est des copains, parce que c'est des trucs pourris, etc. Évidemment, tout le monde sait que c'est pourri, tout le monde sait que c'est malsain. Sous prétexte qu'il a obtenu le label, je sais pas moi, objet médical là, je sais plus comment c'est, ça passe. Enfin tout ça c'est des aberrations, quoi. Je pense que il faut que l'État arrête de soutenir tout un tas de projets bêtes et qu'il laisse les gens décider de ce qui est important pour eux et qu'on n'ait plus des autorités. Enfin, je lutte pour tout ça. Je lutte pour une vraie libéralisation de ce secteur. Et la libéralisation de ce secteur, ça veut pas dire faire entrer du privé qui va faire n'importe quoi, hein. Ça veut dire rendre autonomes les équipes. C'est quand même différent. On est souvent caricaturé de vous voulez tout privé. Non, on veut pas tout privé. On veut supprimer cette différence de statut entre privé et public et rendre les gens responsables. C'est un tout petit peu différent. Mais je crois pas qu'on va gagner. On résiste, on lutte, mais c'est pas gagné. Et ça vaut le coup de se battre pour. Hein. Tout à fait. Ça vaut le coup de se battre pour. De mettre quelques grains de sable dans les rouages. C'est Ouais, pas? plus que ça. Hein. On sait pas. On met des coups de pied dans la fourmilière là. Ouais, ouais. Mais demain on dynamitera des bons. Hein. Sur différents plans, ce que je disais en off, la semaine prochaine, c'est l'interview de Laurent et de Sandrine qui sort et qui attaque clairement le système agroalimentaire, enfin avec leur livre La viande ou la vie. Sur différents plans, il y a des consciences qui s'éveillent, qui tentent d'agir par tous les moyens, en parlant, en écrivant, en témoignant, Ouais, gardant espoir. peut-être que je suis pessimiste parce que dans mon secteur, il y en a peu, mais Mm.
Mais il y en a quand même. On arrive à la fin. Quelle est la question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? En sachant qu'il y en a plein que j'avais noté que je ne t'ai pas Il posé. y a plein de sujets que j'aurais aimé aborder, ne serait-ce parce que je suis sur ton podcast et tu traites beaucoup des questions de spiritualité, d'énergie, etc. Et ça, c'est des choses qu'on n'a pas abordées, mais tu vois, c'est difficile à dire et à exprimer, mais il y a une énergie que t'apportes quand tu crées un bistrot qui est incroyable, tu vois. Et ça, c'est presque magique. Il y a plein de trucs comme ça qui sont intéressants et qui auraient été bien. On fera un deuxième épisode pour Mais parler j'allais dire, on prend rendez-vous pour 2025. Écoute. on fera un deuxième épisode pour parler des retours d'expérience, de l'impact concret qu'on a avec une petite Bertha, avec une grosse Bertha. Je pense que les modèles qu'on a développés sont assez intéressants, sont assez différents. Et on est assez novateurs sur les modèles économiques pour rendre les gens autonomes. Bref, il y a plein de sujets. En même temps, je pense qu'on s'est pas ennuyé une seule seconde, donc Est-ce que tu souhaites nous dire quelque chose de plus avant qu'on termine sur ton portrait chinois? Non, c'est très bien. Bon, parce qu'il est là, il est 17h18, alors je me Ouais, dépousse. faut vraiment qu'on y aille. Alors, si tu étais un plat, lequel serais-tu? Alors moi, je suis un gros mangeur de viande crue, voire bleue. Non, mais je pense que je serais une sorte de pot-au-feu. Tu vois, quelque chose que tu fais cuire pendant des heures, où tu mets plein d'ingrédients, où t'as un gros bouillon bien gras, un truc très abondant, très généreux, que tu partages, que tu mets au milieu de la table. Chacun prend les légumes qui lui plaît, etc. Je pense que je serais un pot-au-feu. Si tu étais un livre? Si j'étais un livre, je serais un livre de recettes pour le côté tuto, inspiration, explication de comment faire les choses, etc. Maintenant, le livre que les deux livres que j'aurais aimé écrire, c'est Martin Eden de Jack London, qui est mon livre préféré ever, parce que je me retrouve complètement dans dans ce livre. Et je suis très admiratif de l'œuvre de J.K. Rowling sur Harry Potter, que je trouve que c'est un monde merveilleux qui est souvent décrédibilisé. C'est le Seigneur des Anneaux pour enfants. Non, je suis un grand fan du Seigneur des Anneaux et pour moi, J.K. Rowling a vraiment touché du doigt quelque chose d'assez incroyable, d'assez magique. C'est le cas de le dire. Si tu étais un dicton? Ils croyaient pas que c'était possible, alors ils l'ont fait. Impossible, alors ils l'ont fait. Eh oui, c'est toi. Si tu étais un film? Seigneur des Anneaux. Une grande épopée épique où tout est perdu, mais on va se battre jusqu'au bout pour ce à quoi on tient. Et si tu étais un super-héros? J'ai moins la culture super-héros, mais je dirais quand même Batman, parce qu'il a pas de super-pouvoir. Et c'est un homme ordinaire qui décide de se révolter contre la corruption et Un justicier. il le fait de manière assez violente, ça me plaît bien. Ouais. Merci Antoine de ta participation et merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que le parcours d'Antoine vous aura inspiré, donc n'hésitez pas à le contacter directement donc sur LinkedIn ou sur ton mail. Donc on mettra les infos dans la description. À bientôt. Salut Katia, merci beaucoup. J'espère que vous avez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode, mettez 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous aiderez le podcast à gagner en visibilité. Si vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, abonnez-vous. Et si vous voulez connaître les coulisses, rejoignez-nous sur les réseaux. Tous les liens sont dans le descriptif. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.